Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Médial Canafi, tu es aussi une partie de Sœur d'édition ? Tout à fait, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis content que tu le remarques. Juste après 70 épisodes, comment tu vas ? Ça va très très bien. 78e épisode. Oh, déjà ? Est-ce que tu sais ce qu'on va faire pour la 100e ? Je le sais, mais je ne te le dirai pas. Ah, c'est très 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 sympa. Programme assez chargé, hein. Au sommaire cette semaine, Nico, tu vas nous parler d'un chef-d'œuvre, Immortality, carrément, le dernier Sam Barlow. Et dans la seconde partie de l'émission, en fait, il sera question des Souls-like, hein. On fera un état des lieux des jeux qui copient les titres du maître Miyazaki. Alors, on va se pencher notamment sur deux titres, hein. L'un est sorti la semaine dernière, c'est Steel Rising, et le second date de cet été, c'est immédiat. Vous retrouverez, bien entendu, l'interlude Top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur 4 événements, hein, qui ont eu lieu il y a quelques jours, hein. Ça s'active autour du TGS, et ça fait plutôt plaisir. Rentrée chargée, hein, ça fait plaisir. Alors ces événements, ce sont donc le Disney and Marvel Game Showcase, un Ubi Forward, un Nintendo Direct et un State of Play. Il ne manque que Microsoft. Qui est une conf semaine qui arrive là, donc voilà. Mini E3 en fait. Hein. Ça tombe bien, c'est le TGS. Voilà. Donc... Retour à l'ancienne, mais c'est vrai que ça aurait pu servir de conclusion, mais ça fait plaisir de voir un TGS où il y a un petit peu d'actu et d'effervescence. C'est vrai que ces dernières années, c'était un peu mort de plaine hein, là-bas, et le salon avait perdu son aura qu'il avait. Enfin, quand on était jeunes, nous en tout cas, c'était un salon assez important. Il y en avait même 2 par an, je crois. C'était l'un des grands événements de l'année. Ouais. Carrément. Et donc là, le voir cette année, alors c'est pas directement uniquement le TGS, mais autour du TGS. Il s'est greffé pas mal de trucs, quoi. Ouais, et même les petites les lives qui sont aujourd'hui plus habituels des constructeurs ou des éditeurs. Donc Sega a fait un live il y a peu hier articulé sur le Ryuga Gotoku Studio. Il y a eu beaucoup d'annonces, on va y revenir rapidement, mais voilà, comme tu disais, il y a beaucoup d'effervescence, ça fait super plaisir. Allez, on commence par le Disney and Marvel Game Showcase, c'est pas évident à dire. On va pas vous faire un listing pour chaque événement, il date déjà d'il y a quelques jours, c'est le passé pour Internet, mais un petit peu le ressenti sur chaque événement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a marqué, est-ce que comme moi, il y a peut-être le jeu de Amy Hennig qui t'a un petit peu tapé dans l'œil, donc un jeu sans titre qui est développé donc par le studio d'Amy Hennig et en co-développement par Skydance, donc la division jeux vidéo de Skydance, donc qui met en scène Black Panther, le Captain America et deux autres personnages. Est-ce qui t'a intrigué ce jeu ? Bah oui, parce que dans la conférence, c'était le seul gros jeu à peu près ambitieux, on va dire. C'est vrai qu'entre tous les mobiles, le jeu mobile et free-to-play, c'était pas forcément la foire, quoi. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est annoncer un jeu sans même donner un titre. Tu vois, en termes de communication, je trouve ça un petit peu bizarre. Ils avaient peut-être besoin de cocher, il faut un jeu, entre guillemets, triple A, avec un grand nom du jeu vidéo pour rassurer, avec un postulat qui est, bon, c'est sympa, Captain America, Black Panther à Paris. Ouais, c'est cool, dans le setting Seconde Guerre mondiale. C'est, là, en tout cas, l'approche est originale, donc, après, Amy Hennig, c'est vrai que ça fait un bail qu'on attend justement qu'elle ait l'occasion d'aller au bout et de sortir un jeu. On est, je pense, tous très curieux et impatients, donc ça fait envie en tout cas. C'est clair, il y a eu aussi Tron Identity, un jeu pour 2023 dont on ne sait pas grand-chose. Il y a eu Illusion Island, un jeu qui fait penser à d'autres grandes légendes du jeu vidéo. Un jeu Switch pour 2023 aussi. Il y avait pas grand-chose, il y avait des absents, pas de Star Wars Fallen Order 2, pas d'Avatar, donc pas mal de choses. Tous monté un peu le bourrichon avec cette conf. Certains attendaient même Spider-Man 2 de Insomniac. Ouais, c'est vrai. On sait que voilà, on sait tous les grosses annonces, chacun garde ses cartouches un peu pour lui, quoi. En tout cas, c'est la première fois qu'il y avait une prise de parole Disney Marvel articulé en tout cas sur le jeu vidéo, ciblé on va dire pour nous, pour ceux qui vraiment s'intéressent vraiment aux jeux vidéo. Comme tu l'as évoqué, il y avait quand même pas mal de jeux mobiles, il y avait le jeu en réalité augmentée de Niantic, il y avait beaucoup de copies de jeux, il y avait donc un petit peu comme ça toutes les catégories qui étaient cochées. Moi je trouve ça pas inintéressant dans le sens où on pourrait dire c'est dommage, il y a que du mobile, du free to play et tout, mais cette conférence elle est encore une fois le reflet de la réalité des marchés, donc peut-être que Disney et Marvel se foutent un petit peu de l'apparat, c'est-à-dire d'essayer de convaincre les joueurs, les férus, de faire un truc bien calibré. Là, ils ont balancé leur projet qui est là pour faire de la maille. C'est un constat qui est peut-être triste, mais un constat qui est réel. En tout cas. Ouais, puis Disney, ça vient avec le grand public, il s'adresse à toute la famille, et donc ça implique que, au-delà de ton côté jeu gamer pour justement les joueurs comme nous un petit peu, t'as les jeux pour toute la famille, le jeu sur tablette pour la petite fille, le jeu machin pour mamie et compagnie.
compagnie, quoi. Donc, c'est ça qui fait l'industrie aujourd'hui, que ça soit en volume, en nombre de jeux ou en volume de vente, c'est ça qui fait les revenus. Bah, c'est cette réalité-là. Il faut pas, on peut la contester, ça peut nous déplaire, mais bon, c'est la triste réalité. Voilà pour Disney et Marvel. On passe à l'Ubi Forward. Alors là, il y a eu une ribambelle, une avalanche d'annonces Assassin's Creed. On va peut-être. Est-ce que tu veux commencer par le segment Ubisoft? Est-ce que tu veux qu'on parle directement d'Assassin's Creed parce que c'est ça qui nous intéresse? Bon, on peut juste, je dirais juste un truc sur le côté Ubisoft hors Assassin, c'est rien de neuf, quoi. Après, Ubisoft avait tellement de jeux en galère de développement que ils n'ont plus rien annoncé, ils préfèrent justement montrer que leur jeu en développement commence à arriver au bout un peu de leur tunnel, quoi. Mais ça manque un peu de vitalité. C'est vrai que là, c'était plus le Assassin Forward que l'Ubi Forward, quoi. Alors c'était très intéressant parce que dans la forme en elle-même, il y avait vraiment le Ubi Forward, et au sein d'Ubi Forward, il y avait un second événement, donc qui était Assassin's Creed Showcase. Je sais plus exactement comment il s'appelait, mais il était vraiment articulé avec un setup, un décor différent, des présentateurs différents, une mise en scène qui était complètement différente. Symboliquement, ça peut avoir du sens, mais on va y venir. On va y venir. Moi, c'est quasiment ma conclusion. Mais avant ça, on va vous dire très rapidement de quoi il était question. On a eu la confirmation d'Assassin's Creed Mirage. Il y a eu un nouveau chapitre, le dernier, normalement, le DLC de Valhalla. Il y a eu beaucoup de jeux à venir assez lointains avec des noms de code. Donc, le codename Red, qui est développé par Québec. Québec, c'est quand même Assassin Odyssey. Il y a eu le codename Exe, donc développé par Montréal. Là, c'est Assassin's Creed Valhalla. Le codename Jade, donc là, qui est développé en tout cas qui est destiné à l'Asie et à la Chine notamment, qui est en fait co-développé par Tencent. Je sais pas trop exactement qui il y a derrière. En second temps, il y a eu Invictus, donc un jeu mobile, on va dire. Beaucoup d'assassins. Invictus, c'est plus un projet multi, a priori. Projet multi, oui. J'ai dit quoi? Mobile. Pardon. Multi, exactement, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce que t'en penses déjà de cette ribambelle d'annonces, Assassin qui revient dans la hype, en tout cas pour ce qui est, pour ma part, je suis trop chaud, j'avais envie de ça. Ouais, alors c'est compliqué, je trouve, d'analyser cet Assassin Showcase sans parler du cadre en fait dans lequel il se déroulait. On sait que Ubi, ils ont été au cœur de scandales et tout, ils ont fait la technique, on se met la tête dans le sable et on laisse passer, on attend la fin de la tempête, voilà, la technique de l'autruche. Et là, c'était vraiment un exercice de com, de reprise en main en fait. Ouais. Et quelle meilleure reprise en main et quelle meilleure manière de se montrer sous son meilleur jour que de sortir sa carte maîtresse Assassin's Creed et en plus de la décliner sous plein de jeux différents. Donc c'était un peu le côté on fait plaisir aux gamers, on se montre vraiment, regardez, il y a plein de jeux Assassin qui arrivent, et je pense que c'était vraiment la volonté en fait de taper un grand coup là-dessus. Donc c'est rare qu'on ait autant d'annonces simultanées d'une franchise en même temps. Mais là, c'est voilà, t'as l'assassin sur mobile pour le marché asiatique, c'est cool, check. L'assassin qui revient aux sources pour les vieux comme nous, check. T'as l'assassin RPG pour ceux qui aiment la branche RPG, mais ok. Et t'auras le nouvel assassin qui va tout révolutionner dans quelques années. Donc, en fait, ils ont placé les pions pour tout le monde, en fait, pour satisfaire tout le monde. Et pour le coup, d'une manière purement, sans trop réfléchir, moi, ça m'a plu. Donc, ce Assassin Mirage m'excite pas mal, le retour aux sources et tout. Et les promesses qui vont derrière. C'est cool aussi, je regrette que le jeu, justement, sur la Chine, soit pas un jeu console, parce que moi, c'est un setting qui m'intéressait pas mal. Donc, le jeu pour la Chine, le codename Jade, co-développé par Tencent, qui est à destination de l'Asie, lui, c'est un setup kit branché, mais qui est, voilà, sur mobile. Après, ça a l'air quand même super beau, super proche. Franchement, il est super joli. Peut-être que je me laisserai tenter aussi, hein. Donc, allez, ça y est, ça se chauffe. Et, en fait, ce développement de communication d'Ubisoft avec le beau joli graphique, les perspectives à court, moyen et long terme, est-ce qu'on peut parler de marvelisation? On a entendu beaucoup parler de ça, de le condamner. Je suis pas complètement d'accord. Alors déjà parce que c'est péjoratif. Après on pense ce qu'on veut de Marvel, mais Marvel, c'est leur but, c'est d'être constamment présent. C'est 4 films par an, 6 séries. On en est quand même pas là sur Assassin's Creed. Et encore une fois, enfin le but c'est pas sortir tous ces épisodes non plus en même temps. Chacun a l'air de se distinguer aussi par son approche. Donc là, Mirage, par exemple, c'est l'année prochaine. Ouais. Et à partir de encore l'année suivante, là, on aura peut-être Red. Et que c'est assez. Ça reste assez nébuleux, voilà. Et d'autant plus qu'il y a Assassin's Creed Infinity qui vient de se rajouter à l'équation. Donc ce fameux. Alors ça, c'est intéressant. Cette sorte d'ombrelle en fait où tous les épisodes vont venir se rassembler. On en a déjà parlé plein de fois, donc on va pas revenir sur ce qu'on a dit sur Infinity, mais je verrais pas trop l'intérêt d'avoir une plateforme comme ça si c'est pour sortir tes jeux les uns après les autres. Tu vois, autant qu'il y ait des synergies, je pense que c'est le but. Donc pourquoi pas imaginer peut-être des sorties simultanées avec des expériences un peu à la carte.
Et là-dessus, moi j'anticipe peut-être un peu les questions, mais c'est pour ça que j'imaginerais, enfin je crois qu'on l'avait déjà dit, mais qu'Infinity, ça serait un truc payé par abonnement en fait, que tu paierais pas tes jeux à 70 balles dans le commerce, parce que sinon, enfin, autant garder le modèle actuel, quoi. Ouais. On l'avait évoqué, peut-être juste le redire, pour ceux qui ont peut-être raté des précédents Red Alert, et c'est vraiment dommage. Faites pas ça. Ce Infinity, en fait, on l'imagine vraiment comme un bon moyen pour Ubisoft peut-être, de laisser tomber la méta-histoire, c'est-à-dire que, par exemple, le codename Red, on va se connecter à l'Infinity, il y aura peut-être pas de méta-histoire, parce qu'ils vont prendre en compte que, nous, on est un employé peut-être d'Abstergo, on va être dans Infinity, on va se plugger. De toute façon, la méta-histoire, ils savent plus quoi en faire. Et s'ils peuvent le mettre de côté, transformer ça un petit peu en quelque chose de méta pour créer un métaverse. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Donc, créer un métaverse avec Infinity. Et ton idée, la coupler d'un abonnement pour faire d'Assassin's Creed elle-même une plateforme, moi, je trouve ça vraiment malin. Et moi, ma conclusion, c'est que la forme de fait qu'il y ait la conférence Assassin's Creed, la conférence Ubisoft, ça prouve bien que Assassin's Creed, en fait, est plus fort, ou en tout cas presque plus important qu'Ubisoft, et c'est vraiment une licence qui a ses propres objectifs, sa forme, son planning, sa diversité de jeux, tout, et c'est différent d'Ubisoft. Il y a comment il s'appelle la plateforme d'Ubisoft? Ubisoft Plus, ouais. T'as le Ubisoft Plus qui vont développer, abandonner, killer, on sait pas encore, mais ils ont en perspective cet Infinity, parce qu'Assassin's Creed, c'est ça, c'est le fer de lance, c'est le pilier, et c'est presque, moi j'imagine, toi tu parlais d'abonnement Assassin's Creed, un abonnement Assassin's Creed, un abonnement Ubisoft, c'est quasiment deux entités différentes. Ouais, alors on en parlait aussi à l'époque que le but maintenant, c'est d'avoir ta franchise en fait, et donc capable de générer. Et Guillemot l'a dit texto, c'est que ils ont les franchises Assassin, Far Cry et Rainbow Six qui veulent qu'elles doublent, je crois, leurs revenus pour atteindre, je crois, 6 millions à ces trois franchises. Donc le but, c'est que d'avoir des franchises fortes capables d'être déclinées en jeu sur tous les supports, console, mobile, PC, free-to-play, etc. Aussi décliné en série, au cinéma, à la télé, on l'a vu, c'est ce que Nintendo fait aussi, c'est ce que Sony fait aussi, donc là-dessus, pas trop de surprises. Et effectivement, t'auras la marque Assassin qui va abriter une multitude de choses et qui prend un peu du galon, mais je pense pas qu'elle se substitue à Ubisoft, et dans le sens, je comprends maintenant, peut-être à rebours, le côté Ubisoft Original, c'est d'avoir cette marque Assassin qui sera mise en avant, placardée, le gros logo, mais t'auras la petite référence Ubisoft Original dessous, pour pas oublier un peu le point commun en fait entre toutes ces franchises, quoi. Carrément. Est-ce que tu veux faire juste un très rapide passage sur les Assassin's Creed, le Assassin's Creed Mirage, plus court, plus à l'ancienne, plus infiltration. Alors, on en parle vite fait, moins cher, un positionnement prix particulier qui va refléter le fait que même pour Ubisoft, les gars, c'est un petit jeu. Moi, ça me dérange un peu. On sait, je pense tous les deux, on est assez d'accord pour ne pas juger un jeu à l'aune de sa durée de vie et ne pas faire un simple rapport qualité-prix un peu con, quoi. Ouais, mais quand c'est l'éditeur qui le fait pour toi-même. Après, c'est vrai qu'on en parlait tous les deux, et à mon sens, c'est parce que il est su dans le cercle des joueurs informés, pas le grand public, mais que c'est un DLC de Valhalla qui a été retransformé en jeu. Ce qui n'implique pas qu'il manque d'ambition, parce qu'une fois cette décision prise, tu peux décider de mettre les moyens d'en faire un gros jeu complet, quoi. C'est arrivé plusieurs fois dans la saga. Exactement. Mais peut-être que, sachant que les gens sont au courant de ça, ou Ubisoft a pris peur, ou peut-être en se disant les joueurs sont habitués à passer une centaine d'heures sur nos jeux, peut-être qu'ils ont pris peur. Donc oui, on aurait effectivement ce placement tarifaire un peu étonnant, d'autant plus qu'à côté ils ont dit que leurs autres grosses nouveautés allaient passer au tarif de 80 boules, je crois. Oui, ils ont pris la décision aussi de s'aligner avec Sony. Ouais, et donc là ils parlent d'un jeu au scope proche d'un Révélation ou d'un Rogue, donc 10-15 heures de jeu, quoi. Oui. Et honnêtement, moi ça me va carrément, parce que j'en pouvais plus de leur Assassin à rallonge infinissable. Ou même les DLC font 30 heures. Ouais, donc là c'est cool, enfin retour à l'infiltration, retour à une ambiance un peu Moyen-Orient, et retour à une durée de vie plus raisonnable. Pour moi, c'est trois trucs cool, quoi. Le codename Red, rapidement, justement, on a vu un rapide teaser, où on voit justement un ninja, le retour, pas du tout le retour, mais enfin le Japon féodal, là où Koreimei, l'ancien scénariste, avait dit jamais le Japon, jamais la Seconde Guerre mondiale. Ils ont cédé aux demandes des joueurs. Moi, je trouve ça juste malin de pas crier justement ah là là, regardez, Ghost of Tsushima a fonctionné, ça y est, on va avoir finalement Assassin's Creed au Japon. Ça a un petit peu rien à voir. Là où Ghost of Tsushima, on incarnait justement un samouraï. Là, moi, je mets ma pièce sur le fait que les Templiers seront peut-être des samouraïs. Là, en tant qu'assassin, on est un ninja, et la corrélation, je trouve, entre assassin et ninja est très bien trouvée. On est peut-être plus quitte à faire des blagues, faisons des blagues sur Tenchu. Est-ce que ça va être un pseudo Tenchu? Il va y avoir un grappin, il va y avoir de la verticalité. Ça te chauffe, toi?
Oui, forcément, mais c'est vrai que c'est peut-être une coïncidence, mais le fait de dire pendant 10 ans, il y aura jamais de Japon, et 2 ans après Ghost of Tsushima qui cartonne, finalement y passer, ça fait un peu suiveur bêta. Alors c'est peut-être que ça n'a rien à voir. On va en reparler sur le State of Play. Il y a 2-3 jeux qui se passent au Japon. Mais après, oui, enfin, de toute façon, un jeu qui fonctionne, déclenche des modes et va avoir une influence sur le reste, donc faut pas s'étonner non plus, quoi. Mais là, pour le coup, hein, je trouve que c'est malin, en tout cas. Et que même s'ils ont suivi la mode, même s'ils ont pris le succès de Ghost of Tsushima comme une accréditation, en disant c'est bon, allez-y, les joueurs, ils demandent que ça, je trouve que la façon dont ils l'ont transformé est plutôt maligne. Oui, parce que, enfin, faire des jeux dans le Japon, même féodal, tu peux faire 15 jeux différents qui n'ont rien à voir, hein, en termes de setting, en termes de gameplay, ou de type de personnage que tu joues, quoi. Ouais, carrément. Allez, un dernier mot, j'arrête pas de dire on va vite, mais on aime bien Assassin's Creed, désolé. Petite annonce aussi sur Netflix, on a vu que voilà, Ubisoft était partout tout le temps au launch de toutes les consoles et de toutes les plateformes. Ça continue, évidemment, ils sont présents. Il y a l'annonce d'une série live Assassin's Creed, d'un jeu qui ne sera pas tiré de cette future série, mais qui sera un jeu Netflix. Ouais. Assassin est partout. Pareil, on se moque aussi un petit peu de Ubisoft regardez, ils sont partout, mais le transmédia, c'est une mode qui a été développée, en tout cas accompagné par Ubisoft il y a plus de 10 ans. Ils étaient peut-être un petit peu tôt, mais là, le fait qu'ils aujourd'hui jouent sur ce levier-là, je pense que c'est un petit peu légitime pour eux. Ouais, et sans vouloir manquer de respect à quiconque, hein. Faire un transmédia avec ton jeu et une BD chez un éditeur français, c'est pas la même que ton jeu et une série Netflix. Donc là, on est quand même sur, tu l'as dit, transmédia, Ubi a été pionnier là-dessus, oui. Et notamment avec Assassin. Avec des séries, avec tout. Hein, ouais, et là, on passe quand même à un niveau, enfin voilà, quand on sait que Netflix aujourd'hui, pour toucher le monde entier, c'est peut-être la plateforme la plus évidente, quoi. Et aujourd'hui, le transmédia, c'est vraiment quelque chose qui va défaire les cadenas, qui vont bloquer tout ce qui est ayant droit, licence et tout. Et là, je reprends une information qui a été donnée par Greg Hello dans Gaijin Dash, où justement, il parle de Fortnite et Dragon Ball. Il dit, les gars, mais vous savez que ça a été débloqué, donc avec tout ce qui est Shueisha et tout, qui est vraiment très compliqué de travailler avec les Japonais au niveau de la propriété intellectuelle. Ça a été débloqué grâce au film Dragon Ball, le nouveau Super Dragon Ball Super Dragon Ball Super, je crois qu'il s'appelle. Enfin, les ponts entre les différents médias vont débloquer les gens pour faire justement, allez, on va faire un jeu qui va être connecté à ce film qui va sortir. The Last of Us, c'est critiquable sur le remake, mais il y a la série. Enfin, c'est fondamental, ça, vraiment, et c'est la base. Donc, c'est le sens du business aujourd'hui, on peut le déplorer, mais voilà. C'est comme ça que ça marche. Hein. Pour convaincre la Shueisha et les Japonais de mettre Sangoku avec un Uzi, enfin, il faut vraiment que ça soit important. Donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, le transmédia, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est bon avec le Ubi Forward ? Oui. Allez, on forward. On passe au Nintendo Direct. Alors là, pareil, voilà, on va pas faire de grands listings. Dis-moi si t'es ok, mais encore une fois, on s'est beaucoup moqué de Ubisoft. Là, tout ce qui s'est passé avec, regardez, Assassin's Mirage a directement montré une cinématique en CG. C'est vrai, pas de gameplay, c'est triste et c'est dommageable, mais derrière, hop, directement l'après-co. C'est vrai. Ouais, ça c'est vraiment un scandale, quoi. Exactement, c'est vraiment un scandale. Sauf que Nintendo, dans leur Nintendo Direct, quand il y a Koizumi qui arrive, il arrive en premier lieu pour présenter la collector de Fire Emblem Engage qui a été révélée. Il y a eu un gros déroulé sur les DLC du Season Pass de Theatrhythm, le DLC des musiques qui est bien sale aussi avec le Nier Live Saga, la mise en avant du Game Pass Xeno 3, le pass Mario Kart 8, un jeu Niantic, donc la remise en avant du Pikmin qui avait pas fonctionné, qui était déjà sorti, mais là ils le remettent en avant. Enfin, voilà, c'est vrai que tous les éditeurs font ça. Il faut pas avoir, je pense, 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Quand un jeu est annoncé, il y a la préco derrière qui arrive. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. C'est comme ça que ça se passe, quoi. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas tant le problème que des jeux ont des DLC, des collectors, des business. C'est que là, Assassin, on t'a mis en vente un jeu, on t'a proposé d'acheter un jeu sans même avoir vu la gueule du jeu. C'est ça qui pose le problème. Là où tu vois Fire Emblem, t'as quand même vu le jeu, t'avais eu le gameplay. C'était la première. À quoi t'attendre. C'est vrai, tu as raison, mais c'était que ça soit Assassin's Mirage ou que ça soit le Fire Emblem, c'était la première apparition. Oui, mais bon, tu vois, Ubi a diffusé, je crois, 4 images du Assassin. Il pouvait montrer une vidéo. Oui. Et pour moi, donner à vendre un jeu sans même avoir montré ton jeu, je trouve que là, on atteint quand même les limites du délire, quoi. C'est vrai. Beaucoup d'Assassin's Creed, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de Kirby? Parce que Kirby, j'en peux plus. Non, mais tu vois, c'est ce parallèle que je fais. Moi, je suis pour ne pas se contenter et dire quand ça va pas, mais c'est que c'est le même tarot pour tout le monde, en fait. Moi, ce qui me rend ouf, et là, je vais passer pour un fanboy qui agite ses poings, machin, c'est que F0, ils font que dire, on fait pas de nouvelle F0 parce qu'on n'a pas de nouvelle idée pour apporter quelque chose à la franchise.
Les mecs, ils te font 800 Kirby par an, et ils ont pas forcément tous des idées révolutionnaires. Alors, Kirby, ça reste une sorte de boîte de pétri de Nintendo, c'est la franchise pour faire des tests, hein. On a vu plein de déclinaisons de gameplay différents. Mais me faites pas croire que, il y a toujours des nouveautés dans les Kirby, quoi. Ouais. En l'occurrence, là, c'est un Kirby, c'est le retour de Dreamland façon multijoueur. Donc, je me perds un petit peu, il est vrai. En tout cas, j'ai trouvé que ce Nintendo Direct était plutôt cool parce qu'il accompagnait le TGS et je vous l'ai dit la semaine dernière, moi j'aime bien quand les événements, ils ont une identité par rapport au public qui cible et surtout le lieu où ils ont, là où ils ont lieu, c'est-à-dire que la Gamescom de Cologne était un événement allemand, européen, avec des jeux de PC, tout ça, même si ça nous intéresse pas, moi j'aime bien cette identité. Et là, le Nintendo Direct, il était très Jap, il y avait du Atelier Risa 3, Rune Factory 5, du JRPG agricole. Bah, la moitié des jeux présentés étaient des jeux Square Enix, donc c'était le Square Enix Show, c'est vrai, mais moi j'aime bien, où tu vois, il y avait vraiment cette identité, c'est cool. Ouais, c'est cool, et puis ça montre que Nintendo aussi a, hors des jeux Nintendo, comme on dit sur Switch, t'as que des jeux Nintendo, mais non, il y a quand même des jeux, je trouve, qui nous parlent à nous, tu vois, en tant que vieux joueurs, des jeux à consonance japonaise et tout, ils se trouvent majoritairement sur les consoles Nintendo aujourd'hui, pour des questions de budget, de praticité et tout, hein, mais c'est là où tu peux trouver ce type de produit, quoi. Oui, donc tu l'as évoqué, le festival Square Enix. On a eu Front Mission 1 qui était prévu pour cet été, qui va être là pour novembre, le Front Mission 2 remake, hein, tout ça, en 2023. Ça manquait de tactical cette fin d'année, je pense que c'était important pour Square Enix d'en rajouter. Ouais, et de jeux Square Enix aussi, il a manqué un peu. Il y en avait vraiment pas assez. On verra, je pense qu'il va falloir faire un bilan de tout ça. Il manque, à mon sens, moi, des gros jeux Square Enix, c'est pour ça qu'ils chargent en termes de AA pour essayer un petit peu d'atteindre les objectifs qui se sont fixés il y a quelques mois. On va voir si leur technique a fonctionné, la technique du volume. On sait pas. Ça m'interroge, moi, quand même. Hein. Est-ce que tu veux donner un petit mot sur Zelda? On n'en a pas vu grand-chose, mais le mystère reste de mystère. Ouais, écoute, c'est vrai que c'est une suite de Breath of the Wild. J'étais pas forcément hypé parce que on savait un peu où on allait, mais là, le fait qu'ils aient pris plus de 6 ans de dev et qu'ils gardent plein d'infos sous le coude a priori, parce qu'on voit que la communication est assez réduite, hein. Ça me laisse penser qu'on peut s'attendre à quelque chose de vraiment cool, quoi. Ouais, ils ont pris le temps, hein, 6 ans, une Switch 2 pour mai, le mois de mai, donc la sortie du jeu. Ils ratent la fin d'année fiscale fin mars. Ouais, j'aimerais bien, moi. J'y crois pas du tout. Un petit mot, t'as encore un mot sur Nintendo, au global, sur le Nintendo Direct? Non, c'était cool, c'était rythmé, et il y avait beaucoup de jeux intéressants. Alors, il y avait pas du banger à tour de bras, mais t'avais plein de jeux qui avaient l'air plutôt cool, donc c'est chouette. C'était vraiment très cool. Allez, le dernier retour sur PlayStation, le State of Play. Alors là, j'ai dit Nintendo, c'était très sympa parce que très marqué nippon. Moi, je trouve que le State of Play de PlayStation, ça m'a un petit peu moins plu. Au global, c'était une prise de parole de 20 minutes avec 10 jeux, donc bien cadencé, bien rythmé. Il y a eu des bangers, on va en parler. Mais je trouve quand même dommage que Sony prenne cette position de je parle au monde entier, ma communication est worldwide. On est autour du TGS. Pourquoi on nous parle de Hogwarts Legacy, donc le Harry Potter? Je trouve ça, moi, un petit peu dommageable. C'est intéressant toujours d'être marqué en fonction des événements. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Après, ça fait des années que Sony fait cette transition, hein, de société japonaise vers vraiment quelque chose de beaucoup plus américain, au terme que ce soit les gens qui sont aux manettes, justement, en termes de contrôle, les gens qui créent même les consoles, les types de partenariats et les jeux qu'ils font, c'est vraiment une volonté affirmée. C'est vrai. Et ce que tu déplores, je pense que c'est qu'ils ont réussi leur coup, en fait. Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent, quoi. C'est exactement ce qu'ils veulent. Les enfants de Tsushima, de Ghost of Tsushima, on en parlait tout à l'heure, hein, donc il y a eu Like a Dragon Ishin, hein, second spin-off de l'époque de Yakuza qui se déroulait dans le Japon féodal, qui arrive enfin façon Kiwami, façon refaite, trop beau. On l'aura attendu, lui, hein, c'est clair. On l'aura attendu, on est méga chaud. Petite prise de parole, hein, du Ryoga Gotoku Studio avec l'annonce de Yakuza 8, avec même Yakuza Gaiden qui va nous montrer Kiryu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il ressemble à un personnage de DMC. Pourquoi il est chez le coiffeur. Hein. Tout ça. Un jeu de la Team Ninja, Rise of the Ronin, hein, toujours tout ça. Est-ce que ça te branche tous ces jeux Japon féodal maintenant? Il y en a beaucoup. Ouais, bon, comme un bon fan. un fan du Japon. Mais en tout cas, Koei Tecmo, qui est donc le Rise of the Ronin, c'est ça? C'est ça. Ils ont beaucoup d'ambition pour lui, hein. Je crois qu'ils veulent vendre 5 millions, enfin vraiment, c'est leur gros jeu pour le futur, quoi. Ben, tant mieux. Ça sera donc une exclue et il sort en 2024, je crois. Mais ça a l'air cool, hein. Ça a l'air vraiment très cool. Moi, juste un mot sur le Pacific Drive, là, c'est un jeu de voiture qui fait peur. Je pense que ça a l'air très très stylé. On va terminer sur God of War Ragnarok qui s'est montré, enfin, il serait temps, montrer un petit peu l'envergure de certaines scènes qui manquaient peut-être au premier épisode. Est-ce que ça t'a convaincu? Bah ouais, j'avais justement besoin de cette vidéo pour m'exciter un peu sur le jeu, parce que pour l'instant, c'est vraiment un niveau 0, parce qu'on avait déjà vu peu de choses, et le peu qu'on a vu, ça ressemblait énormément au précédent. Là, ça y est, ils ont montré un peu des choses un petit peu épiques et tout, donc ça y est, ça commence à donner envie. Ouais,
C'est vrai, ça donne, moi je trouve carrément envie. Je pense, moi il me manque juste la confirmation qu'il va y avoir de vrais macro-puzzles. Moi c'est ce qui me plaisait le plus dans les God of War où voilà, tu tournes des citadelles entières pour réussir à ouvrir une porte. Ça j'aime bien. Mais voilà, je suis très chaud, c'est pour novembre, hein, donc c'est très très bientôt. Voilà pour les retours sûrs, hein. Donc on a un petit peu squatté, mais il y a eu quand même pas mal d'événements. Nico, c'est à toi de prendre la parole sur la première chronique. Tu vas nous parler d'Immortality. Tout à fait, et je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez Marissa Marcel ? Marissa Marcel, c'est une actrice en fait qui a incarné le rôle principal dans 3 films différents, mais 3 films qui ne sont jamais sortis. Et après ça, elle a disparu purement et simplement de l'espace médiatique. Alors que lui est-il arrivé ? Ça sera tout l'enjeu d'Immortality, donc le nouveau jeu de Sam Barlow, et ça sera aux joueurs donc de découvrir un petit peu le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce que je commence par cette petite contextualisation ? Parce que moi c'est un jeu que j'attendais énormément, Immortality, et donc j'avais suivi un petit peu sa com et j'étais au courant de ce côté un peu mystérieux de cette actrice un peu mythique et de ces films qui l'entourent. Et en connaissant ce concept de base, j'avais quand même une envie, c'était de jouer. Et toi je sais que c'était pas forcément ton cas, que tu t'es pas forcément tenu au courant, et quand t'as lancé le jeu, tu t'es retrouvé un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fous là ? Donc t'étais un peu perdu quoi. J'ai rien compris et j'aurais aimé écouter ce début de chronique avant même de pouvoir me lancer dans le jeu. C'est vrai que tu es tout de suite mis in media res, alors parce que c'est pas media res parce qu'il y a pas trop d'action, hein, tu vas nous tout l'expliquer, mais j'ai pas eu et il n'y a pas dans le jeu de vraie mise en contexte, sauf si justement tu vas dans les options. Voilà, et donc il faut le savoir, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite intro, c'est que dans le menu du jeu, il y a une entrée à propos, je crois, qui s'appelle, et qui va justement raconter un petit peu cette histoire autour de Marissa Marcel. À propos, moi j'avais l'impression que j'allais avoir accès au générique de fin, ce qui arrive souvent dans les jeux où tu peux avoir les crédits. C'est pas évident, et c'est mal fait, je suis complètement d'accord avec toi, dommage, et c'est pour ça que voilà, si vous vous lancez dans le jeu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus, parce que justement l'équipe de dev avait construit un peu toute une mystique autour de ce personnage en amont, et c'est dommage effectivement qu'il ne l'ait pas un peu mis sous le nez du joueur avant de le lancer dans la partie. Donc voilà, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous refais pas un topo sur Sam Barlow et sur son travail en général, on en a parlé dans le Red Alert numéro 75, donc c'était avant les vacances. 69. 69 Donc rappelons juste donc Immortality, il se place vraiment dans le sillon des précédents jeux de Barlow, à savoir donc Her Story et Telling Lies. Donc c'est des jeux qui mettent en scène de courtes séquences vidéo en fait que le joueur va regarder, donc ce qu'on appelait les FMV à notre époque. Ouais. Et donc il faudra débloquer ces vidéos et les regarder afin de comprendre un petit peu l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et toute la mécanique en fait du jeu viendra de notre capacité en fait à recueillir ces infos et un peu à les agencer dans notre tête, parce qu'évidemment on va pas trouver ces vidéos dans l'ordre chronologique, donc ça sera à chaque fois des bouts un peu épars et qu'on va devoir un peu remettre dans notre tête dans le bon sens quoi. Oui. Donc contrairement au précédent jeu de Barlow par contre où il fallait dénouer une seule storyline, t'avais une histoire qui nous intéressait, ici en fait c'est différent parce que en plus de l'histoire qui concerne Marissa Marcel et donc essayer de comprendre un peu ce qui y est arrivé, on va avoir à chaque fois le scénario des 3 films dans lesquels elle a joué, un petit peu aussi à comprendre. Donc D'accord. Là, il y a vraiment 4 un peu histoires à remettre dans l'ordre, donc ça rajoute un petit peu à la complexité des choses. Et pour cela, en fait, on va nous mettre dans la peau d'un monteur, donc le monteur de cinéma, et qui reçoit, selon le background du jeu, quantité de bobines, en fait, et qu'on lui file, et donc c'est des rushs qu'il va devoir analyser un petit peu pour voir ce qui se trouve dedans. Ah, donc là, moi j'avais peur de te poser une question, mais tu viens d'y répondre, j'avais envie de te demander qui on incarne. Donc, on est un monteur. C'est ça. C'est vrai que souvent, l'incarnation qu'on joue dans les jeux de Barlow est mise en avant d'une manière ou d'une autre. Donc souvent, c'est un enquêteur, mais je vais en parler juste après. Là, on est vraiment un monteur. Donc, on est face à son banc de montage, on reçoit des bobines, et on dit, vas-y, tu dérushes tout ça, tu regardes un peu ce qu'il y a dedans, et c'est ta curiosité, en fait, qui va rentrer en jeu. Donc, on va trouver les scènes des 3 films dans lesquels apparaît Marissa Marcel, donc on va pouvoir découvrir dans le désordre. Mais pas que, on a aussi des moments plus informels. On a, par exemple, des séquences de casting où on voit l'actrice se présenter et faire passer un petit peu son essai. On a aussi des séquences de répétition entre les acteurs où là ils sont habillés en civil et ils répètent les scènes qu'on va découvrir plus tard filmées. T'as des séquences même de discussion en off entre les acteurs, tu vois, qui se racontent leur vie et tout. Et t'as même des émissions de télé ou des publicités. Donc c'est pas que des scènes du film, hein. C'est vraiment tout ce qui entoure ces films et les tournages de ces films-là et qui nous permettent un petit peu de mieux cerner les personnages à chaque fois dans leur rôle dans la vie civile et dans le rôle qu'ils vont incarner. Et donc t'en parlais, là on est un monteur, donc et contrairement à Her Story ou Telling Lies, on n'est pas un enquêteur. Donc faut tout de suite être clair là-dessus, c'est n'attendez pas le fin mot de l'histoire, c'est pas genre un whodunit, tu vois, c'est pas il y a un meurtre, il faut élucider qui c'est et qu'à la fin t'as la révélation et tout. Donc si vous attendez à quelque chose comme ça, je veux tempérer vos attentes.
tu n'auras pas forcément toutes les réponses de manière claire et précise à la fin de l'aventure. Okay. Il y a du mystère, là-dessus c'est indéniable et vous le découvrirez très très vite en jouant. Ah bah dès la première seconde, il y a du mystère. Mais le propos se veut beaucoup plus diffus cette fois et laisse encore plus de place à l'interprétation. Donc là-dessus on peut vraiment, c'est vraiment une démarche volontaire, hein. Mais on peut rapprocher ça du travail d'un David Lynch, tu vois, par exemple. Oui. Et David Lynch, quand il veut pas expliquer ses films, hein, qui sont toujours très très nébuleux, parce que lui, il trouve que ce que le spectateur va en tirer, va l'analyser, ça a tout autant de pertinence que ce que lui pourrait dire à ce sujet-là, quoi. Donc là-dessus aussi, il y a quelque chose à savoir, on parle de Lynch, c'est que dans Immortality, le propos du jeu est très cru. Il y a du cul, il y a du sang, il y a de la violence, c'est très très mature et explicite, donc voilà, faut pas mettre ça entre toutes les mains, il faut le savoir avant de se lancer. Donc moi, tout de suite, je l'ai dit, hein, j'ai lancé ma partie, et tout de suite, j'ai vu quelque chose de fascinant vraiment dans l'aventure. Et le jeu trouve son intérêt vraiment dans les émotions qu'il va te faire ressentir. Donc c'est un jeu il fait partie de ces titres dont il est compliqué de parler, parce que c'est pas juste le gameplay qui te procure des sensations, c'est vraiment les émotions que les scènes que tu vois vont te procurer. Et donc tu pourras l'apprécier vraiment à différents niveaux de lecture, hein. Donc t'as le plaisir déjà tout simple, hein, de suivre le scénario de chacun des films et de le comprendre comme tu regarderais un film en fait, un petit peu, tu vois, comme un Memento, le film de Nolan, que tu découvres dans le désordre, et t'as la mécanique d'essayer de comprendre le scénario qui est déjà intéressante en soi. Mais Immortality, c'est aussi une ode au cinéma en tant que tel, hein, et à son évolution. Et donc pour cela, les 3 films que tu vas pouvoir visionner reprennent à chaque fois des codes de leur époque, hein. Donc t'as le simili giallo, un petit peu, le film avec du sang, du sexe et tout, du fantastique, et qui est réalisé par un mec, c'est vraiment un ersatz de Hitchcock, hein, il a vraiment la gueule à Hitchcock. Ah oui, okay. T'as le second film qui est plus ambiance un peu nouvelle vague, un peu, tu vois, à New York, presque Scorsese, tu vois, où c'est filmé en décor réel, un peu pris sur le vif, et t'as aussi un propos social derrière qui est intéressant. Et le troisième qui est un petit peu plus moderne, hein, et qui va faire appel à des mécaniques un peu de dualité là aussi qui peuvent évoquer de manière indirecte un petit peu Lynch, quoi. Donc 3 films vraiment, 3 ambiances, même, et chacun a sa photographie vraiment d'image bien spécifique. Chacun des films a des ambitions bien différentes. Et rien que ça, je trouve le travail accompli, rien que pour ça, il est dingue. Tu vois, quand à la fin du jeu, tu dézoomes sur tous tes extraits vidéo, tu peux voir par film un peu, tu sais, l'ambiance esthétique qui s'en dégage. Et le taf qui a dû être fait, rien que pour ça, je trouve qu'il est assez ouf, et on doit vraiment tirer notre chapeau à l'équipe là-dessus, quoi. En parallèle de cette ode au cinéma, t'as aussi les séquences qui donnent un peu l'aperçu des coulisses de ce monde du cinéma. Et c'est souvent, comme on le sait, pas forcément très reluisant. Notamment à l'époque, hein. Le jeu commence fin des années 60 et se poursuit jusqu'à les années 90, je crois. Et tu vois un petit peu, par exemple, comment sont traitées les femmes dans l'industrie, avec des réalisateurs très paternalistes, condescendants, et que voilà, pour les scènes de sexe, les filles, c'est un petit peu un bout de viande, il y a pas vraiment elles sont un peu foutues là comme ça, quoi. Donc là-dessus, c'est aussi très très intéressant, et ça résonne avec des thématiques qu'on voit actuellement. Donc là-dessus, le propos est quand même très très moderne, hein. Et au-delà de ça, au-delà du cinéma, c'est même Immortality une ode à la création artistique au sens large. Donc là, ça sera compliqué d'argumenter, mais c'est vraiment ça explore un peu la fascination que peut engendrer avoir l'art sur nous, tu vois, l'acte de création même, et parfois de manière un peu nébuleuse, un peu mystérieuse, tu vois, l'acte de création qui va te passionner sans vraiment que tu saches pourquoi. Donc là-dessus, je peux pas trop en dire non plus. Idem, il y a des thématiques qui vont rappeler Her Story pour ceux qui l'ont fait, mais c'est compliqué d'en parler, d'aller plus loin, parce que j'ai pas envie de spoiler, et tout l'intérêt du jeu est justement d'aller approfondir un petit peu là-dessus. Il y a des surprises. Il y a des surprises, il y en a beaucoup, et même, j'en parlais aussi, mais moi j'ai eu des moments vraiment qui m'ont scotché, quoi. Ok. Donc pour faire passer toutes ces émotions, Barlow, il a vraiment haussé son niveau. Donc les séquences vidéo qui sont le véhicule principal, hein, du jeu, sont assez dingues. Cette fois, on est loin des plans fixes de Her Story, hein. On avait une cam qui bougeait pas face à une actrice face cam. Donc on avait aussi dans Telling Lies, c'était des vidéos qui étaient capturées par des téléphones portables ou par des webcams, mais qui étaient toujours prises un peu rapidement. Donc il y avait pas une qualité de ouf. Là vraiment, on fait un bond en avant qui est assez gigantesque. On sent toute la confiance que Barlow a acquise avec ses précédents projets. On sent aussi l'évolution du budget que Annapurna, l'éditeur, lui a filé. Et là, il va jouer Barlow avec tous les types de plans, hein, donc avec des mouvements de caméra, avec des formats d'image, de grains d'image, la qualité du son, de la photo. Vraiment, on sent qu'il s'éclate, et vraiment, il a un plaisir de réalisateur tout bête là-dessus, quoi. Okay. Donc ça, vraiment, c'est une super cool. Et rien que de ce point de vue-là, tu vois, t'as vraiment des plans de films que tu vas trouver magnifiques, avec des beaux décors, des costumes qui font vraiment super envie. Et t'as un plaisir esthétique déjà tout simple, je trouve, à parcourir ces extraits vidéo. Ouais, cette qualité, pour découvrir ça de manière un petit peu l'esthétique du truc, quoi.
Pour ça, il faut aussi des acteurs. Je vais boire un coup parce que Vas-y, bois un petit coup et ça fait plaisir. Je parle beaucoup. On a aussi des acteurs qui sont incroyables, et au premier rang desquels on a Manon Gage, donc l'actrice principale qui incarne Marissa. On la connaît, elle ? Alors, c'est une actrice franco-américaine toute jeune, et c'est son premier rôle vraiment à l'écran, quoi. Donc incroyable. C'est assez dingue. Et je trouve son jeu, il est incroyable. Elle a une palette d'émotions qui est folle. Enfin, elle peut jouer la fille timide, la fille séductrice, la fille super angélique ou démoniaque, manipulatrice. Enfin, elle a un panel de jeux, je trouve vraiment incroyable, et pour une première prestation, c'est ouf. Et là-dessus, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on la découvre donc en tant que Marissa Marcel, qui joue son propre rôle, mais qui va jouer un personnage qui joue des personnages dans les 3 films différents. Donc, elle a plusieurs strates de jeu, quoi. Ouais, donc tu la vois justement dans ces rôles qu'elle incarne, avec une perruque, des postures différentes. Enfin, vraiment, tu vois une actrice qui joue un rôle, c'est vraiment super cool. Donc vraiment, chapeau au directeur de casting et même à la direction d'acteurs. Est-ce que Sam Barlow, là, du coup, il est pas vraiment derrière la direction d'acteur, parce qu'on sait que sur Her Story, il y avait le plan sur une nana qui jouait vraiment différentes émotions, qui va mener l'enquête en fonction de ce qu'elle va révéler, et là, de la direction d'acteur a l'air vraiment mortelle. Je pense qu'il est super doué là-dessus, quoi. Après, faudrait en parler avec les acteurs directement, mais en tout cas, il arrive à transcender vraiment, à tirer le meilleur des performances des acteurs, et c'est vraiment super impressionnant. Et j'ai envie de dire, c'est même une condition sine qua non, tu vois, par rapport à un jeu vidéo plus classique. C'est comme dire, t'as des beaux graphismes, en fait, quoi, parce que lui, c'est vraiment le ressort principal de son jeu, quoi. Du côté un peu plus classique, les niveaux ergonomie, là vraiment, j'ai joué à la manette cette fois, là où j'avais fait les précédents sur iPad, et le contrôle, il est vraiment top. Et en plus de ça, le jeu, il offre plein d'options qui vont nous faciliter la vie. Il y en a beaucoup d'options. Il y en a plein, mais ça manquait vraiment dans les précédents jeux. Par exemple, là, tu peux revenir au début de chaque vidéo en un seul clic sur le stick. C'est instantané, tu repars au début. Un autre clic, stick droit, tu repars à la fin. C'est super utile. T'as aussi l'usage de filtres, en fait, que tu peux utiliser sur ton menu avec toutes les vidéos. Tu vas pouvoir classer tes vidéos par film, par date de tournage, par ordre chronologique du scénario, en fait. D'accord. Et tout ça, au-delà d'aider à la compréhension, ça aide aussi quand on recherche quelque chose de spécifique. Tu vois, ça évite d'être un peu lâché et de parcourir tout ça à la main. Ça aide vraiment et c'est très très pratique. Il y a juste quelque chose, moi, que je regrette un petit peu. C'est que donc cette fois-ci, contrairement aux autres jeux de Barlow, tu vas pas taper un mot dans un moteur de recherche pour faire apparaître des vidéos. Ça, c'était ma question, c'est comment on navigue dans ce niveau. C'était, le concept de Her Story et Telling Lies, c'était comme t'as une sorte de moteur de recherche, tu tapes un mot-clé, et ça te fait apparaître les vidéos dans lesquelles ce mot est cité. Donc c'était comme ça que tu enquêtais et que tu retraçais un petit peu le fil. Ici, en fait, c'est que tu vas cliquer directement sur l'image, donc t'as une fonction, en fait, où tu fais une pause sur l'écran, et avec ton curseur, tu vas cliquer sur ce que tu veux. Ça peut être un visage d'un acteur, ça peut être un élément du décor, que ce soit une bougie, un verre, une plante verte dans le fond. Il y a énormément d'éléments qui sont cliquables dans chaque plan. Et à chaque fois que tu cliques, ça te renvoie vers un élément équivalent dans une autre vidéo. Donc si tu cliques sur le visage de l'actrice principale, ça te renvoie vers un autre plan d'un autre film avec l'actrice principale dedans. Ça peut être le même film, ça peut être un autre film, ça peut être un plan des coulisses. Donc là-dessus, c'est assez varié et tu peux cliquer même plusieurs fois à la suite, ça va te renvoyer vers d'autres choses. Ouais, mais là, c'est le vertige dans le sens où même tu t'enfonces dans l'image, c'est que tu vas avoir une bougie, tu appuies sur la bougie, ça va te renvoyer vers un autre film ou un autre plan où il y a une bougie et de là, tu vas t'enfoncer encore et encore et encore et encore. Et c'est comme ça que tu vas débloquer les vidéos et à chaque fois que tu les regardes pour découvrir un peu ce qu'elles contiennent. Okay. Donc c'est plutôt cool à la base parce que ça rend le jeu super accessible, tu vois, t'as pas la barrière de la langue ou de devoir taper le mot et ça évite d'être bloqué en fait parce que c'est vrai que dans les jeux précédents, si tu comprenais pas où il essayait de t'amener, peut-être des fois t'allais pas avoir le mot-clé qui allait te débloquer la suite. Là, rien que de cliquer naturellement, ça te permet de découvrir beaucoup de vidéos. Donc c'est plutôt cool de prime abord, mais je trouve que le fonctionnement reste un petit peu nébuleux parce que, comme je l'ai dit, si tu cliques sur le visage d'un acteur, ça te renvoie vers un autre film, une autre vidéo, mais t'as pas de boucle en fait, tu sais pas si c'est aléatoire en fait, et donc en cliquant sans discontinuer, tu vois, en passant d'une vidéo à l'autre, tu n'auras pas, par exemple, toutes les séquences où apparaît l'acteur en question. Ça aurait été peut-être trop compliqué à mettre en place, mais on sait pas si c'est une part d'aléatoire ou si c'est le jeu qui va te guider volontairement vers certaines vidéos ou pas. Okay. Donc là-dessus, ça peut gêner quand tu recherches quelque chose de spécifique. Et même parfois, les associations d'objets sont un petit peu obscures. Donc des fois, tu cliques sur un verre d'eau, ça va te renvoyer vers une carafe. Ah, ok, d'accord. C'est jamais c'est souvent très très logique, mais parfois c'est un petit peu bizarre. Et d'une manière un petit peu générale, et ce que je déplore le plus, c'est que je retrouve le joueur est moins mis à contribution. Tu vois, dans les jeux précédents,
bah tu réfléchissais un petit peu aux mots que tu devais taper pour continuer d'avancer. Là, t'es un petit peu moins sollicité. Tu vois, il suffit juste de cliquer sur un élément. C'est intéressant ça. J'avais une question justement à ce sujet parce que justement, Sam Barlow, il est habitué de la narration non linéaire. Donc pour tout ce qui est débat, est-ce que c'est du jeu vidéo, c'est poubelle parce que évidemment, il y a des films non linéaires. Tu parlais tout à l'heure de David Lynch, mais là, il est non linéaire parce qu'on est face à ce puzzle et c'est nous qui allons remettre tout dans l'ordre. Et on a une vraie interaction. C'est nous qui sommes à la main de ce puzzle-là. Et j'avais l'impression, alors moi j'ai joué qu'une heure ou deux, qu'il y avait quand même plusieurs fonctions et plus de fonctions que précédemment, là où tu ne faisais que taper. Là, en fait, tout de suite, on m'a dit, dans les premières heures de jeu, tu peux faire des ralentis. Donc j'avais des questions. Est-ce que vraiment ces ralentis, ces petites fonctions, là où, justement, on m'a sollicité moi en tant que joueur, c'est assez fréquent et fondamental. Ça a un rôle indéniable. Oui. Mais t'as l'impression que on est moins sollicité que sur les précédents. Oui, parce que tu vois, dans par exemple Telling Lies, où quand tu comprenais un moment de l'intrigue et tu dis ok, je pense que le scénario va aller dans cette voie, donc je vais solliciter plutôt le champ lexical de tel mot pour essayer d'en apprendre plus sur tel sujet. C'était ta réflexion qui amenait en fait justement ta compréhension du scénario. Mais est-ce que là, ta recherche de plan, elle était toi peut-être plus aléatoire? Comment t'as joué toi? Est-ce que dans un premier temps, tu cliques sur ce qui te paraît logique ou intéressant, mais t'arrives aussi à un moment où tu dois cliquer sur des choses plus anodines pour pouvoir continuer à avancer. Sans forcément grande logique. Et d'une manière, tu vois, un peu des fois paradoxale, c'est que tu vas peut-être au moment cliquer sur une pomme, juste parce que tu vois que c'est un objet qui est cliquable, et ça va te renvoyer vers une vidéo qui est super importante et qui va te dévoiler un pan de l'intrigue, alors que ta réflexion ne t'amenait pas vers cette vidéo, c'est juste parce que t'as cliqué sur la pomme. Donc t'as ce côté qui peut apparaître presque un peu aléatoire, tu vois, genre presque les point and click à l'ancienne où tu cliquais sur tous les pixels pour trouver l'interaction. Parce qu'on voit vraiment quand c'est interactif en fait, c'est quand t'as ton curseur et le curseur change. Ouais, d'ailleurs petit tips, donc on peut bouger le curseur avec le stick, mais avec la croix, vous passez d'un élément interactif à l'autre. Ah, d'accord. Donc ça aide quand t'arrives en fin de partie et que tu sais plus où cliquer. Avec la croix, ça permet de mettre en surbrillance quelque part les objets que tu peux cliquer. Donc ce processus, il apparaît peut-être un peu moins logique et tu te sens, je trouve, en tant que joueur, un peu moins enquêteur et un peu moins malin, tu vois. Et tu sais à quel point j'aime me sentir malin, donc moins récompensé peut-être. Moins récompensé, mais contrepartie, ce que je disais, c'est que ça rend quand même le jeu plus accessible aussi. Donc je pense qu'il y avait cet équilibre à trouver et que c'était peut-être pour pouvoir rendre le jeu plus abordable par un plus grand nombre, fallait peut-être changer un petit peu son approche qui était à la base peut-être un petit peu complexe. En tout cas, moi je sais que ça m'a un petit peu laissé sur ma faim, mais ça m'a pas empêché d'adorer le jeu parce que pour moi vraiment c'est un chef-d'œuvre. Là-dessus, le jeu m'a vraiment envoûté. Après, clairement, je pense qu'il est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont s'emmerder, qui vont dire je vois pas l'intérêt de ces séquences vidéo. D'autres qui vont penser que c'est pas du jeu vidéo, tout bêtement. Et là-dessus, tu vois, il y a pas de condescendance. On vient tous chercher des choses différentes dans les jeux. Toi, je sais, par exemple, que... Après, tu vois, moi, le fait que ça soit pas un jeu vidéo, c'est pas une question. C'est un jeu vidéo. En revanche, ce genre de jeu vidéo, alors c'était pas ne m'intéresse pas. J'adorerais lire un making-of si une maison d'édition, on en connaissait, pouvait faire un truc sur les coulisses de comment a écrit Sam Barlow. Je crois qu'il y a 2 co-scénaristes assez célèbres. Je crois qu'ils sont 4 et qui ont bossé sur des séries de qualité et tout. Comment, en fait, tu vois, son esprit a articulé cet ensemble de séquences, cette narration non linéaire, tout ça, ça me passionne. J'adorerais lire un bouquin là-dessus, mais cette interaction ne m'amuse pas. Et tu vois, c'est nul, tu vois. Je sais pas, j'adore les glaces, mais on n'aime pas tous les parfums de glace, tu vois. Carrément, mais c'est cool parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que je peux comprendre, ce jeu laisse à la porte certains joueurs, tu vois. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment trouvé ça ouf et c'est rien que ce plaisir d'emboîter un peu les pièces du puzzle et commencer à découvrir ce qui se passe, je trouve ça vraiment assez jubilatoire, quoi. Tu me diras parce que j'ai 2-3 questions. Et en tout cas, moi j'ai eu un de ces fameux moments waouh, comme on dit dans le jeu vidéo, tu vois. On a tous connu ça et il y en a pas tant que ça, des jeux qui, par une mécanique, par un truc de gameplay, vont te dire waouh, je suis mind blow, quoi. C'est vrai, Et là, j'ai eu ça dans Immortality, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et voilà, donc le jeu il est dispo dans le Game Pass, donc tout le monde peut s'y essayer. Il arrive aussi sur Netflix, donc si vous avez un abo, il sera compris dedans, mais il est toujours pas dispo à l'heure où on enregistre. Il devait arriver en même temps, mais j'ai vu Sam Barlow qui tweetait qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps là-dessus. D'accord. Donc ça va arriver. Et en tout cas, voilà, moi je pense qu'avec Elden Ring est unique. J'ai trouvé mon trio de fin d'année sans trop de soucis. Vraiment, j'ai adoré l'expérience. J'avais une petite question moi sur cette séquence, ces premières heures où moi j'ai pas réussi à aller au-delà. Est-ce que c'est le moment où t'es perdu, ça dure longtemps? Est-ce que c'est plusieurs heures où finalement tu sais pas trop ce que tu fais, ou au bout d'un moment tu te dis bon, ok, je suis sur ma table de montage, je sais qui j'incarne, je sais
qui je suis et je sais ce que je fais. Ouais. Est-ce que ça, c'est long? C'est des jeux qui sont durs à jauger là-dessus parce qu'on va tous avoir un cheminement un peu différent. Et par exemple, je sais que là sur Immortality, il y a des gens qui sont tombés sur la fin du jeu en fait assez rapidement. Parce que c'est vrai que, alors je sais pas s'ils comptent un certain nombre de vidéos que tu débloques ou pas, mais il y a un moment où tu peux avoir la fin du jeu qui se débloque. Moi, je l'ai peut-être eu au bout de 4 heures de jeu, alors que ma partie globale, elle fait 10 heures, tu vois, parce que j'avais besoin de plus jouer pour comprendre le scénar. Et donc là-dessus, c'est compliqué de retracer un peu un cheminement. Moi, je pense que dans les 2 premières heures, j'ai eu ce fameux moment waouh qui m'a presque suffi à avoir envie de continuer quoi qu'il arrive, quoi. Donc. Et j'ai une question piège. Et tu viens de parler de la fin. Tu as eu le générique de fin. Et tu as persisté. Quelle est la différence avec Nier, alors, qui est dans une narration linéaire, mais qui est dans une narration en millefeuille. Nier, tu as besoin de faire, refaire, et Nier, Automata, t'as pas trop apprécié cette façon de faire de Taro Yoko, de dire, ben là, je vais vous montrer un versant A, mais il faut le refaire pour le versant B, C, D, E, etc., etc. Là, t'as eu le générique, t'as eu envie de poursuivre. Bah, parce que dans Nier, t'arrives à la fin d'une histoire, en fait, t'as le générique, tu reviens au menu du jeu, en fait, et voilà, c'est sorti du jeu. Cette fameuse narration linéaire, là, t'avais pas tous les éléments. Et là, le fait est que quand j'ai vu le générique, je savais que j'avais pas compris 90% de ce qui se passait. Donc je ne pouvais pas laisser le jeu et arrêter derrière, quoi. Donc et d'autant plus que t'as le générique et tu reviens sur ton banc de montage, donc t'es incité à continuer directement, quoi. Ok, je vois. En tout cas, moi ça m'intrigue vraiment et je suis triste de pas avoir accroché avec cette façon d'interagir avec un jeu vidéo. Je pense hélas pas que je vais continuer parce que c'est des trucs comme ça, des genres de jeux et ça me met le démon, hein, parce que des chefs-d'œuvre il y en a pas 50. Hein, mais il faudra que je te spoil du coup parce que il faut qu'on en parle. Merci pour ce petit topo sur Sam Barlow Immortality, ce topo qui était en 2 fois. Hein, t'avais fait déjà une émission sur la carrière de Sam Barlow, donc on sait tout de ce créateur qu'on adore chez CERD. Il est l'heure de l'interlude top 3 et de parler aujourd'hui du top 3 des meilleurs trailers. Ça tombe bien, alors c'est une idée de Ludo, hein, Ludo de Castro, de chez CERD, et ça tombe bien parce que voilà, on est autour d'un TGS, d'un Tokyo Game Show, là où le trailer est roi, on voit des trailers avec ou sans gameplay, en CG ou in-game. Voilà, je te demande pas d'expliquer un trailer, top 3 des trailers. Non, mais c'est vrai que les trailers ont ce côté un peu mythique et on a toujours connu ça. C'est quand même le truc qui te fait vendre un jeu et donc il y en a plein qu'on a pu plus ou moins apprécier pour des raisons diverses, quoi. Je te laisse commencer, comme maintenant à notre habitude, ton top 3 des trailers. Alors j'ai commencé un par qui va peut-être te surprendre, ça vient d'un jeu, un MMO, Star Wars The Old Republic. Donc on sait que BioWare, ils sont comme Blizzard, c'est des spécialistes des trailers, c'est de la CG. Et là on avait vu une vidéo, pour les fans de Star Wars comme nous, c'est un peu, tu vois, le kiff. C'était genre le méchant qui s'introduit quelque part et t'as une espèce de troupe de Jedi qui arrive avec chacun leur sabre laser et t'as une baston qui s'ensuit. T'as même un Mandalorien qui participe et tout. Donc c'est vraiment le Battle Royale un peu Star Wars dont on rêve au cinéma et qu'on n'a jamais eu. Petit rêve mouillé. Et donc voilà, la mise en scène est super punchy, puis Star Wars en termes de DA, de musique et tout ce que ça implique, ça fait super envie. Alors c'est bizarre parce que je n'ai jamais joué à ce jeu, hein, parce que je suis pas un joueur de MMO, mais cette vidéo m'a marqué quand même, malgré tout, quoi. Star Wars. Mais moi, mon top 3 va peut-être t'étonner parce que je vais parler d'un studio qui sait faire des trailers, hein, c'est Blizzard, et là je vais parler du trailer de Diablo 4 en novembre 2019, celui qui révélait, donc qui faisait plus de 9 minutes, hein, qui révélait à la fin Lilith. Qui réveillait Lily. Et en fait, moi je suis pas un joueur de Diablo, hein, vous savez, j'ai fait Immortal juste dans sa quête séquence principale. Je suis pas un joueur de Diablo, ça m'intéresse pas spécialement. Et là, dans ce trailer, j'ai eu des frissons à la fin quand cette mise en scène montre Lilith. Franchement, incroyable ce trailer. Et même si, tu vois, je suis assez éloigné, mais bon, Blizzard sont pas mauvais. Ouais. Puis on l'a vu pour Overwatch aussi, où ils créaient tout un lore sur les persos et tout. Chaque héros avait son trailer, son histoire et tout. Même les WoW, chaque extension de World of Warcraft avait sa cinématique qui était incroyablement belle. Donc c'est plutôt pas des mauvais, on va dire. On passe au top 2. Est-ce que ça va se rapprocher un petit peu de nos goûts ? Oui, parce qu'on parlait d'Assassin's Creed. Mon numéro 2, c'est Assassin's Creed Révélation. Est-ce que tu te rappelles de ce trailer ? Je sais pas, peut-être tu l'as mis, je ne sais pas. C'était pour annoncer le jeu, donc Révélation, le 3e épisode avec Ezio. C'était le 3 2011. Voilà, donc je pense que... Non, je sais pas, je suis une bonne mémoire, c'est tout. Et donc avec le son de Woodkid, à l'époque, Woodkid n'était pas méga connu, c'est vraiment ce trailer-là qu'il a mis un petit peu sur... Son tube Iron. Voilà, sous la lumière. Donc j'imagine t'as le même, mais j'avais un petit truc en plus.
Mais c'est tombé bien, on fait le note top en même temps. Voilà, ouais. parce qu'on parlait d'Ubi, il y a aussi le trailer de Prince of Persia, le fameux 2008, hein, celui qu'on aime bien. Oui, excellent. Il y avait eu un trailer avec une chanson de Sia, qui avait été montée et qui était magnifique. Donc Ubi, il savait faire les trailers. Hein. Bless Me. Bless Me, ouais. Putain, t'as mis Assassin aussi, Révélation. Quoi. Ouais, regarde. Tu vois, okay. Donc oui, et en fait, juste pour dire un petit mot sur ce qui se passe dans ce trailer, on voyait Ezio qui était vraiment vieillissant, mais tout aussi habile, et en fait, il avait des espèces d'alus, on voyait Altaïr, vous savez que j'aime beaucoup Assassin's Creed 1, et en fait, ce trailer c'est sa capture, et en fait, à la fin, ils le pendent. Et pendant ce temps, il avait quand même mis la misère à 15 mecs qui essaient de l'arrêter. Et avec ce fameux... morceau de Woodkid qui était, le trailer était monté sur la chanson et c'était vraiment trop bien. Et puis t'avais ce côté un peu aussi où tu voyais un Ezio vieillissant avec toute la part nostalgique que ça pouvait impliquer pour ceux qui avaient joué au jeu précédent. Donc. Son costume noir. Voilà, donc il est fanboy assassin. Un petit peu, vous l'avez vu tout à l'heure, hein. Faut pas assassin on critique, mais pas trop quand même. Bah écoute, je te redonne la main pour le top 1. Alors le 1, je sais qu'on a tous les deux du Kojima, parce que perso, on s'est mis d'accord parce que pour pas tomber sur le même si... On se donne pas nos tops, mais là c'était obligatoire. Parce que je pourrais mettre moi tous les trailers de MGS ou Death Stranding sans problème parmi mes préférés, ce que j'ai regardé 10 000 fois. Qu'est-ce que tu as choisi ? Alors j'ai choisi Death Stranding et le trailer de son reveal, donc à l'E3 de 2016. Parce que donc Kojima venait de quitter Konami, on sait que ça s'était mal passé, Metal Gear 5 venait de sortir, et là, à peine moins d'un an après son départ, il arrive sur le 3 avec un concept d'un nouveau jeu, et dès le début, tu sens qu'il a déjà tout son univers en place. On a vu avec le jeu final que tout était déjà là, toutes les thématiques, même la vidéo en elle-même, tu la retrouves dans le jeu final. Et waouh, quel branlé, quoi. On découvrait un nouvel univers, un nouveau monde de Kojima. Et une nouvelle licence de jeux vidéo, c'était incroyable. Moi, c'est un trailer que j'ai montré à des non-joueurs et qui ont été époustouflés par l'inventivité, en fait, de ce que montrait ce trailer et la façon dont il était fait. La réal, encore une fois, la musique aussi, hein, avec Loro, on a tous écouté l'album derrière. Ouais, incroyable. Pour mon top 1, c'est aussi du Kojima, mais c'est plutôt de la série Metal Gear Solid. On aurait pu choisir vraiment de nombreux trailers de Metal Gear Solid, MGS5, Ground Zeroes, qui ont eu des super trailers, mais en fait, moi, mon choix s'est porté sur Metal Gear Solid 2 et l'E3 2000, un trailer qui fait plus de 9 minutes, qui montre en fait Snake donc et son arrivée sur le tanker depuis un pont, sous la pluie, avec son stealth et tout, mise en place de toute la supercherie de Metal Gear Solid 2 qui en fait mettait en scène Raiden et non Snake, mais ce trailer de 9 minutes montrait uniquement Snake. Et en fait, moi j'ai une petite affection pour ce trailer parce que il a été beaucoup narré, raconté, notamment par l'équipe de Joypad, et en l'occurrence Julien Chiez, hein, qu'on salue, qui a beaucoup raconté quand lui, il était à cette E3 et qui disait que l'ensemble de l'E3 s'arrêtait, allait foncer vers le stand Konami, et du coup, il pue un bruit, tout le monde regardait le trailer, et donc toutes les, 10-20 minutes, hein, il vous le racontera mieux que moi, voilà, le 3 se figeait pour regarder ce trailer qui était complètement exceptionnel. Ouais, oui, parce que c'était une époque, évidemment, où on trouvait pas tous les trailers sur YouTube à la seconde où ils sortaient, et donc, on les vivait d'abord par procuration, après on a pu les découvrir évidemment grâce à Internet, mais c'est vrai qu'on sortait tous du choc de MGS1, et là on voyait ce MGS2 qui avait l'air d'avoir une ambition décuplée, on retrouvait des persos qui sortaient des phrases un peu mystérieuses. Magnifique. Et puis t'avais le thème de Gregson Williams qui était remanié avec cette rythmique un peu militaire et tout là. Bon là. C'est vraiment le meilleur trailer, et c'est aussi une époque, et ça Julien le raconte bien, une époque où Kojima était complètement tétanisé, absolument pas le Kojima mégalo qu'on connaît aujourd'hui, et il était derrière la tribune de chez Konami, fébrile à regarder comment les gens allaient appréhender ce trailer de 10 minutes, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, tout ça, alors que c'est le meilleur trailer all time. On serait presque tenté de dire que c'est avec ce trailer que Kojima a changé de statut en fait et un peu rentré dans la légende, et que tu l'as dit, on est sorti du mec qui s'inquiétait un peu de la réception de ses jeux à la star du jeu vidéo qu'il est devenu, quoi. Voilà pour ce top 3 des trailers. N'hésitez pas à nous balancer le vôtre. Je pense que ça pourrait être intéressant, là, allez-y sur Twitter et les réseaux, de balancer vos trailers, parce que là du coup on sera sur le web, donc balancer les liens, on les regarde entre nous, ça va être plutôt stylé. C'est à moi cette fois de te parler un petit peu de jeux vidéo d'interactivité et de castagne. Là on joue, là il y a la manette. C'est du jeu vidéo. Je vais vous parler des Souls-like. Alors qu'est-ce que c'est un Souls-like ? C'est des jeux qui font un petit peu comme les Souls, mais ces studios qui font des Souls-like, pourquoi copier des Souls ? Alors la raison la plus évidente, je pense que c'est une logique de vente. Les Souls, c'est à la mode, ça marche. Elden Ring,
c'est plus de 16 millions et c'est loin d'être terminé. Quand il va être nommé et reconnu comme GOTY, il va y avoir des nouvelles versions qui vont se vendre, je pense, par brouette. Donc faire un Souls-like commercialement, on va dire, ça s'entend. Mais pourquoi, quand t'es un développeur, pourquoi tenter de copier ce qui est le plus dur à imiter? Plagier sans talent, je pense que ça va se voir tout de suite. Du coup, pourquoi prendre ce risque? Alors, au-delà du fait, je le répète, que c'est un genre, entre guillemets, à la mode, c'est aussi parce que la façon de faire, en fait, de From Software et celle de Miyazaki depuis Demon's Souls, elle commence à dater. Elle est plus toute jeune, 2009, Demon's Souls. Donc, on va dire que depuis 13 ans, cette approche de game design, elle a fait école. Et elle a fait école dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle a fait école dans les écoles de game design. Et donc, elle a créé des vocations. Je pense que faire un Souls, ça doit être le rêve de beaucoup de créateurs. Alors, c'est établi, la saga Dark Souls, c'est sûrement la série qui a le plus largement influencé l'industrie ces 10 dernières années, et donc elle a fatalement inspiré ceux qui l'ont façonnée et ceux qui vont la façonner, c'est-à-dire les développeurs. Nico, juste sur ça, est-ce que t'es ok sur Dark Souls? Ça a influencé pas mal de monde. Sans contestation, je pense. Alors la passion, c'est un sujet important dans le jeu vidéo, que ça soit au sein du milieu du développement ou celui du journalisme. Là, on a toujours parlé du facteur passion. Alors parfois en bien, quand la passion est un moteur, parfois en mal, quand elle permet d'exploiter les gens. Néanmoins, c'est aussi cette passion qui fait prendre des risques et qui fait prendre le risque, je pense, de réaliser un Souls-like. Alors que pourtant, le défi, il est très complexe à relever. Mais je pense que qu'importe, le prix du rêve n'a pas de valeur, donc les devs ils se disent on y va. Alors c'est sûrement naïf, je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je pense vraiment qu'il y a cette sincérité dans ces propositions, que ce n'est pas uniquement une approche cynique. Nico, tu penses qu'il y a un peu de ça? Ouais, je te rejoins, alors peut-être qu'on est la team naïf là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est vraiment par envie, par plaisir qu'ils vont là-dessus, plutôt que d'une démarche purement calculée. On en reparlera tout à l'heure, mais vraiment Jeanne Rousseau, qui est la fondatrice de Spiders, en fait a eu une demande des développeurs de dire nous on veut faire un Souls-like. Elle a dit oui, si vous faites un Souls-like, il faudra que ça se démarque, on va voir s'ils ont réussi, mais c'est une envie des devs de leur dire on va faire ça. Bon, au-delà du fait que réaliser un Souls-like c'est chaud, aussi à dire, un Souls-like, la difficulté vient aussi du constat que le jeu sera forcément comparé à un Souls. Pour une équipe de développement, il n'y a pas une ligne de code qui est déjà posée, qu'ils auront pour objectif de rivaliser avec un FromSo. Franchement, c'est pas évident, on a vu d'objectifs plus simples. Néanmoins, on pourrait se dire que la formule magique des Souls, elle est connue. Tu vois, elle a été analysée, décortiquée, notamment chez Sœur d'édition. On a 3 livres sur Sekiro, Dark Souls, Damien Méchery, Sylvain Romieux, Ludovic Castro, des gens qui ont décortiqué cette formule Souls. Donc la formule, elle est connue, mais est-ce qu'elle est simple à dupliquer? Alors je suis pas dev, mais clairement la réponse c'est non. Non, parce que je pense que la formule des Souls, elle est pas simple à appliquer. Et finalement, t'as beau connaître les bons ingrédients, les assembler dans le bon ordre, ça marche pas toujours. Alors il y a eu des bons Souls-like, on va en voir quelques-uns, mais en fait ce qui fait la magie d'un Souls, c'est pas dans la formule que le savoir-faire. Et ça, hélas, on n'est pas tous égaux. Et enfin, un dernier facteur qu'il est impossible de copier, c'est l'identité. Tu vois, Miyazaki et ses équipes, ils veulent pas faire un Souls. Quand eux, ils imaginent un jeu, ils font ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, avec leur savoir-faire, mais comme on a dit, leur savoir-faire comme on a dit, mais aussi avec leur identité, leur singularité, leur sensibilité nippone. Et ça, c'est un truc de ouf, parce que même les Japonais, ça, ils ont du mal à le comprendre. Quand eux, ils veulent faire un jeu pour l'Occident, c'est-à-dire ils vont faire, on va faire un jeu pour qui va marcher aux États-Unis, en Europe, en fait, ça fonctionne pas. Tu vois, la démarche, il faut qu'elle soit sincère. Est-ce que tu trouves ça ouf, ce constat de dire que quand eux, ils font des jeux pour nous, ça fonctionne pas, et que nous, tout ce qu'on attend, c'est qu'ils fassent des jeux, mais 100% japonais? Moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'ils ont eu l'occasion de s'en rendre compte il y a 10-15 ans, quand ils ont vu que leur jeu, quand ils essayaient de faire l'occidental, ça marchait pas. Et que là, j'ai l'impression qu'ils ont oublié, qu'ils reviennent un peu là-dessus, quoi. Alors que, non, justement, nous, on veut des jeux japonais. Faites vos jeux comme vous le voulez, et puis c'est comme ça qu'on va les kiffer, quoi. Nico, j'ai une question pour toi. D'après toi, c'est quoi les bons ingrédients d'un Souls un petit peu en vrac? Qu'est-ce qui fait cette identité-là, en tout cas? C'est une question pas évidente. Je pense qu'on pourrait tenir une chronique entière. Ouais, c'est un amalgame de plein de choses. Il y a cette science du game design avec tout ce que ça implique de réglages pointus entre, justement, difficulté, rétribution derrière et tout. T'as aussi ces univers à chaque fois passionnants, qu'on découvre et qui restent à chaque fois très très mystérieux. Un petit peu de difficulté, de narration, tout ça. Ouais, donc je sais pas après. Bon, il y a pas trop de bonnes réponses concernant les bons ingrédients, parce que depuis Demon's Souls, en fait, tous les aspects des RPG japonais ont été réinventés. Alors oui, les Souls sont bien des RPG japonais, ce sont des RPG faits au Japon, mais ce ne sont pas des JRPG. Alors, ce qui peut passer pour une vanne, parce que nous on en rigole beaucoup à la rédac, c'est important.
Parce que les Souls sont aujourd'hui identifiés au-delà des genres établis. Ici, le JRPG. Ils sont presque, en fait, par eux-mêmes, un synonyme de genre à part entière, comme ont pu l'être, je sais pas, les Doom-like, Quake-like, GTA-like. Même si on est d'accord aujourd'hui, être un Souls-like, donc des jeux qui copient les Souls, ça veut pas dire grand-chose parce que les approches en eux-mêmes des Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, tout ça, ça diffère. Néanmoins, tous vont reprendre des gimmicks qui aujourd'hui sont très très identifiables. T'as commencé à le citer, on pourrait tenir très longtemps. En vrac, il y a le mapping des touches qui sont sur les gâchettes, le log des ennemis avec R3, le style graphique, même des barres de vie de boss qui vont apparaître, qui vont être géantes comme ça, le HUD en général, avec les objets en croix en bas à gauche, les animations, le design des objets, la façon dont les objets sont disposés dans les niveaux, le level design, les raccourcis. Ça, c'est les Souls. Ouais. Les IA, on reconnaît une IA des Souls, avec l'aggro qui va se déclencher, se décrocher, la façon dont les ennemis, les feux de camp, les points de sauvegarde. C'est vrai que c'est extrêmement codifié. J'avais pas fait le rapprochement aussi pointu là-dessus, quoi. On peut faire monter les niveaux dans ce feu de camp. Tu les perds au bout de 2 fois, etc., etc. Il y en a vraiment, je pense, une tripotée. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 titres qui ont relevé le défi d'intégrer la famille des jeux qui essayent de tutoyer les Souls. Et on va commencer par Steel Rising, du studio parisien Spiders, un studio qui s'est spécialisé dans l'action RPG, alors de l'action RPG plus proche peut-être de Dragon Age que de Dark Souls. Alors on pense à Technomancer et Gridfall, leurs 2 derniers jeux. Et en fait, faire de l'action RPG, c'est une spécificité, c'est une spécialité du studio, mais leur façon de faire se retrouve pas trop dans le choix de réaliser un Souls-like qui est assez différent, et ça se retrouve pas non plus dans ce qui aurait pu singulariser Steel Rising. Alors les jeux Spiders, ils mettent une certaine emphase sur une narration très écrite, notamment grâce à Jeanne Rousseau, je l'évoquais tout à l'heure, la fondatrice quand même du studio et scénariste de tous les jeux, sauf Steel Rising. Alors est-ce que c'est un hasard, je ne sais pas, mais bon, là, c'est pas elle qui a l'écriture. Et c'est sur ce point, très précisément, la narration, que Steel Rising manque, à mon sens, une belle occasion de se démarquer, de faire en sorte qu'il ne soit pas un simple Souls-like comme les autres. Alors j'évacue tout de suite mon bilan sur le jeu. Steel Rising, c'est un titre qui est très sympa, super Souls-like, la direction artistique travaillée, système de combat solide, mais qui possède trop peu de choses qui le distinguent des précédents Souls-like, ou même de ceux à venir pour être marquant. Alors constater aujourd'hui déjà qu'il ressemble à un jeu futur, alors je parle de Lies of P, je trouve que c'est quand même assez significatif. Il est pas sorti, on constate déjà que Lies of P se rapproche beaucoup de Steel Rising par son univers, très Bloodborne, qui met en scène aussi des automates. Nico, c'est quand même rigolo que, tu vois, il y a des convergences comme ça. Ouais, mais rigolo mais pas étonnant parce que les deux en fait vont copier un petit peu le même modèle en fait, donc après c'est vrai que Steel Rising a la chance de passer en premier, mais Lies of P a peut-être une ampleur et un budget plus important aussi, donc c'est vrai que ça se tire la bourre. C'est vrai que ça se tire la bourre. La narration, donc qui est très particulière des Souls, on va créer un petit peu l'identité des jeux FromSo. On l'a vu tout à l'heure, il y a une ribambelle de caractéristiques, et c'est sur cet aspect très précis que Steel Rising ne brille pas trop et ne propose pas quelque chose en fait à la hauteur des jeux du studio Spiders, qui avait pourtant, tu vois, un savoir-faire reconnu. Alors en gros, dans Steel Rising, on nous sert une narration à base de notes à lire, de cinématiques plutôt classiques, avec des persos très figés pendant les dialogues et avec de la mise en scène le reste du temps. Rien de très passionnant, rien de très original. Alors bien évidemment, on juge pas un jeu pour ce qu'il n'est pas, jamais, mais là, j'y vois quand même une sorte d'acte manqué. Ce qui fait habituellement la force du studio Spiders ne se retrouve pas dans Steel Rising. Je trouve ça dommage, et je trouve ça même un petit peu étonnant. Alors on dit que la singularité, on se dit peut-être que la singularité elle viendra du contexte, tu vois, Paris, la Révolution, Louis XVI qui pète un câble et qui prend des automates pour défoncer tout le monde. Un studio français qui met en scène la France, moi je trouve que c'est cool, carrément, oui, on pense à Asobo et Plectel qui vont mettre en scène le sud-ouest de la France et même la Méditerranée. Franchement, je trouve ça chouette. Sauf que là, dans Steel Rising, ce Paris, il ressemble trop à Bloodborne, quoi. Preuve en est, une fois encore, Lies of P, qui se déroule pas du tout à Paris, ressemble lui aussi à Bloodborne, donc j'ai plus l'impression que le but ici, c'est de singer Bloodborne, que de proposer une vision de Paris qui est très différente. L'artwork du jeu est à ce titre très significatif, parce que c'est un copier-coller de Bloodborne, hélas. Alors ressembler aux Souls, c'est un écueil qu'on peut logiquement attribuer à tous les Souls-like, normal. Souvent ils ressemblent à leur modèle, par exemple Lords of the Fallen, qui est peut-être l'un des premiers Souls-like, mais il ressemblait beaucoup à du pur Dark Souls dans l'esprit, sans le talent évidemment et sans l'approche très japonaise. En revanche, un autre exemple, The Surge, moi je trouvais ça très original dans son univers science-fiction, assez dépaysant, plutôt lumineux dans ce qu'on imagine des Souls-like qui sont eux très bressons, souvent, la peste, tout ça, le brouillard. Alors on va noter quand même que Steel Rising, il est remarquable par son accessibilité, tu vois, il y a une sorte de mode facile, t'as de la qualité de vie qui est bien intégrée, t'as un objet par exemple, c'est une boussole qui va te permettre
te donner la direction de la quête principale, des quêtes annexes, et tu vois, se distinguer par l'accessibilité, dans le sens ouvrir le jeu à tous en le rendant plus simple. Moi, je trouve que c'est cool, pourquoi pas. Déradicaliser la proposition FromSoft, ça aurait pu être une solution pour se démarquer. Ben, manque de chance, ça c'est quand même l'un des derniers axes du jeu de Miyazaki, qui est Elden Ring. Il y a aussi le surplus de verticalité dans Steel Rising qui, tu vois, elle peut être intéressant par rapport aux autres Souls-like, tu vois, il faut constamment regarder en l'air, on possède un grappin, on peut sauter, pour manque de bol, Sekiro est passé par là. Au final, franchement, c'est une sacrée injustice de toujours comparer Steel Rising à un jeu From Software, mais c'est aussi le jeu quand on développe un Souls-like, et surtout quand on développe un Souls-like qui n'a pas de caractéristiques à lui. Être toujours comparé à un Souls, c'est légitime, car si par exemple un studio reprend toutes ses icônes et personnages, pour les mettre sur un kart, on pense à Naughty Dog qui a mis toutes ces icônes pour faire Crash Team Racing, ou par exemple faire un jeu de baston, je sais pas, Multiversus de Warner, ils seront fatalement opposés à Mario Kart et à Smash Bros. Je trouve ça normal, je trouve ça légitime. Injustice légitime. Je crie ton nom, injustice. Alors en tant que joueur, j'ai passé un super moment sur Steel Rising, mais j'ai pas passé un moment qui était mémorable. Tu vois, ce qui est important pour moi, c'est d'apporter un point différenciant, même un seul, et s'il est assez fort, il pourra changer l'expérience de jeu, ou du moins ce qu'on en retiendra. Et on va voir avec un exemple concret, un autre Souls-like, que parfois il suffit d'une seule chose pour marquer les esprits. Et cet autre jeu, c'est Thymesia. Est-ce que tu veux t'as d'autres questions sur Steel Rising, par exemple, avant de passer à Thymesia, que je pense que les gens connaissent un petit peu moins? Pas tant de questions que je partage tes regrets, en fait. C'est vrai que, alors, moi, je ne suis pas un joueur de jeu Spider, mais ce que j'en entendais, c'est j'ai l'impression qu'ils se distinguaient par leur amour du jeu de rôle, l'univers et l'histoire, et que c'était un peu sur le gameplay où ça pêchait. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire, en fait, où le gameplay est plutôt solide parce qu'il prend les bases d'un Souls, mais là où on les attendait sur un univers qui se distinguait, c'est peut-être beaucoup plus classique que prévu. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est vrai que, sans vouloir non plus être condescendant ou les infantiliser, je pense pas qu'ils s'attendaient à faire un meilleur jeu que Dark Souls, pour des questions évidentes aussi de budget et de savoir-faire. C'est leur premier essai, là où, on l'a dit maintenant, Miyazaki a peaufiné la formule jeu en jeu. Oui. Donc, je veux pas être méchant envers ça, mais peut-être que rien que de t'entendre dire que tu t'es amusé sur le jeu, peut-être que voilà, leur objectif est atteint. Non, franchement, c'était très propre, mais comme tu le dis, l'univers était quand même peu original, surtout pour un contexte qui était pour nous assez attrayant. C'est solide au niveau du gameplay, mais c'est pas révolutionnaire, ou en tout cas, il y a pas la moindre idée qui va un petit peu, tu vois, sortir des sentiers battus, ce qui n'est pas le cas de Thymesia, donc qui est le premier jeu du studio taïwanais Overborder, qui est édité par Team 17, un jeu qui est sorti cet été, et donc un studio de 7 personnes. Alors à 7 personnes, tu fais pas des miracles. 7 personnes. Alors il y a eu beaucoup de développement en presta, de l'outsourcing, beaucoup, donc toute la partie graphisme son, ça a été, les génériques de fin est bien garni, mais voilà, ces 7 personnes se sont occupées du design, et après ils ont externalisé le reste. Parce que le jeu a quand même une bonne gueule, on se dit pas, c'est un petit jeu indé fait que 3... C'est, ouais, mais alors, toujours pareil, face à un Souls, ça a quelle gueule, quoi. Alors dans tous les domaines, Thymesia est très très largement au-dessous d'un Souls, alors des From Software, mais il est aussi très largement en dessous de la plupart des Souls-like. Steel Rising d'ailleurs est bien meilleur dans de très nombreux points, quasiment tous. Et si on devait découper le jeu en catégories, en prenant des catégories qui sont importantes pour un Souls-like, absolument tout est à revoir, tu vois. La narration, c'est des notes qui sont pas intéressantes. L'univers, c'est du Bloodborne, mais il y a que 3 univers, 3 biomes, il y a que 3 niveaux, il y a très peu de décors. Les graphismes, tu l'as dit, c'est pas un jeu indé, ça reste un jeu en 3D, mais c'est ultra pauvre, c'est pas très beau. L'histoire, alors ça parle de la peste et d'un remède qui aurait corrompu la population par c'est Bloodborne sans Lovecraft. La musique, pas du tout mémorable, alors que la musique c'est vraiment l'un des points importants pour les FromSo et pour même les Souls-like. Les boss, absolument pas mémorables, sans identité, pas de mise en scène, pas impressionnant. Tout est en dessous, voire tout est mauvais. Si on prend le jeu en regard des Souls, tous les points, sauf un seul, et c'est les combats. Et en fait, dans Thymesia, toute l'énergie a été placée dans les combats, et ça a payé, car les combats, ils sont très très réussis, ils sont, je pense, équivalents à ceux d'un Souls, voire presque supérieurs, mais là, je m'énerve un peu. Alors ces combats, ils se rapprochent de ceux d'un Bloodborne, en fait, ils sont plus dynamiques que ceux d'un Dark Souls, ils favorisent l'agressivité, et ils récompensent la prise de risque. Ça va aussi emprunter du côté de Sekiro, parce qu'il n'y a pas de barre d'endurance, tu vois, pour survivre, en fait, il faut rester vif en mouvement, et tout ça, le jeu nous le permet, parce que, du coup, il n'y a pas de barre de fatigue, t'as pas à te soucier de est-ce que je vais tomber en rade, non, tu peux être hyper virevoltant, ça va jamais être dommageable, et t'as tout un arsenal, en fait, qui t'est mis à disposition.
qui vont dans ce sens du dynamisme, de l'agressivité. Mais on tombe pas dans le beat'em all non plus, quoi. Non, alors non, vraiment, très bonne remarque, mais absolument pas. Tu restes vraiment dans le Souls-like, mais avec cette démarche-là. T'as beaucoup d'armes, alors je vais y revenir, t'as un contre qui est surpuissant, t'as tout un système de plumes où en fait tu vas pouvoir casser les attaques qui sont imparables. Donc t'as vraiment beaucoup de systèmes comme ça, il y a même plusieurs façons de contrer qui sont super puissantes en fonction de comment tu fais évoluer ton personnage. En fait, tu pourras radicalement changer ta façon de combattre, tu pourras même choisir une façon défensive de bloquer, et ça c'est une des évolutions de l'arbre de compétences. Et là, quand je te parle d'arbre de compétences, tu vas te dire, là il y a les builds, les profils de jeu, tu penses investissement à long terme, distribuer des points de stats qui seront durement gagnés, mais pas du tout en fait. En fait, dans Thymesia, tu peux tout changer à la volée, les possibilités autour du système de combat, ils sont très nombreuses, et tu vas pouvoir toutes les tester, et tout s'imbrique parfaitement. Et tu vois, même si le jeu il est pas ouf, il est assez court, il fait 4 heures en ligne droite. Steel Rising, on est plus sur du 10 heures, je pense, à peu près. Là, dans Thymesia, j'ai absolument tout fait. Tu vois, les quêtes secondaires, elles sont éclatées. C'est-à-dire que dans Thymesia, tu dois refaire les mêmes niveaux à l'envers. Si c'est pas à l'ancienne, ça. C'est vraiment ça sert à rien, mais ça débloque, tu vois. Alors quelques bouts de niveau, un ou deux boss secondaires, ça te débloque la vraie fin, mais je m'en fous, tu vois. Tout ça j'ai poussé parce que le système combat, parce que vraiment je voulais complètement le comprendre, l'exploiter, et ça m'éclatait de me battre, et vraiment c'est vraiment génial. Et au final, du coup, entre les deux Souls-like qui sont Thymesia et Steel Rising, je retiens plus Thymesia, qui certes il est imparfait. Il m'a montré un aspect des Souls-like que je connaissais pas. Alors Steel Rising, il est très plaisant, bien meilleur que Thymesia au global, mais sans aucune ou sans grande singularité. Du coup, quitte à se frotter à un FromSo, je pense que ce qui est intéressant, c'est de chercher ce que les Souls n'ont pas encore fait. Et même si Steel Rising est très sympathique, j'ai quand même préféré l'enfant boiteux qui, au moins, tu vois, lui, il a dit je me battrai avec mes armes, et ces armes-là, c'est ce système de combat qui est vraiment, vraiment incroyable. C'est dur, mais je comprends parfaitement. Après, est-ce que tu penses que Thymesia peut faire école, ou il est trop passé inaperçu pour avoir vraiment marqué Non, je pense que là, je sais pas si vous connaissiez ce titre-là, il est passé pendant l'été, un été qui était assez fourni. Je pense qu'il est passé un petit peu sous les radars, même pour les fans de Souls-like. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse école dans sa démarche, en disant, de toute façon, un FromSo, c'est intestable, c'est quand même très compliqué comme objectif. Je vais prendre juste un petit point, et ce petit point, je vais y aller, je vais le travailler, creuser ce sillon-là. Un Souls-like qui va dire, la narration très particulière des FromSo, tout ce qui est décor, narration environnementale, tout ça, on en a même pas parlé, t'imagines un peu, tout ce qui est narration environnementale, le mystère, les phrases qui semblent sibyllines, mais qui sont en fait hyper signifiantes, parce qu'il faut comprendre comment les Souls fonctionnent. Un Souls-like qui va dire, non, moi je vais faire une narration écrite, je vais faire une narration, mais le tour, ça sera un Souls-like. Moi j'ai hâte, et je pense qu'il y a vraiment matière à nourrir cette diversité. Donc voilà, je sais pas si toi, quel te tente le plus entre Steel Rising et Thymesia? T'es un petit sous-los, toi, maintenant. Tu les finis. Ouais, mais alors, c'est justement ce que j'allais dire, c'est que moi, je trouve ça passionnant à chaque fois quand les genres émergent, comment on les nomme, comment la nomination évolue, tu vois. Les Doom-like sont devenus FPS, les GTA-like sont devenus Quake-like avant. T'as eu Doom-like, Quake-like, FPS, t'as eu les GTA-like, c'est devenu les jeux sandbox. Aujourd'hui, on parle de jeux open world. Ouais. Et là, on est encore au stade où les Souls qui ont inventé cette formule n'ont pas été dépassés, en fait. Et les seuls qui font des meilleurs Souls que les autres, c'est From Software. Donc, on reste sur la dénomination Souls-like. On a même parlé de Soulsborne à un moment à la sortie de Bloodborne. Et ce que je trouve rigolo, c'est qu'on parle tout le temps de Dark Souls, on a Sekiro qui a été GOTY, on a Elden Ring qui est le jeu de l'année, et Bloodborne, sans dire que c'est le vilain petit canard, parce que c'est un jeu mythique et tout, j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins, parce que aussi c'est une exclu Sony. C'est vrai. Je crois qu'il a pas fait plus de 5 millions de ventes, donc, alors que à chaque fois que je parle à des gros fans de Souls, comme toi, comme Damien, comme d'autres, Bloodborne, c'est votre préféré. Et en termes d'ambiance, c'est celui qui, là, tu vois, les deux jeux dont tu parles, ils sont inspirés plus de Bloodborne que des Dark Souls au global. Donc je trouve ça aussi rigolo qu'en fait on parle de Souls-like, là où peut-être que Bloodborne est encore plus influent sur ce domaine. C'est le petit génie de la famille. J'ai une chronique au long cours, moi, qui s'appelle Top 10 All Time. Je crois qu'il est même dans le top 5, lui. Donc on en reparlera de Bloodborne. Voilà pour ce Raid Alert, ces deux chroniques, un chef-d'œuvre et deux jeux qui sont vraiment très très cool. C'est l'heure de vous inciter, de nous mettre des pouces, des likes et tout, ça fait plaisir. Abonnez-vous. Mettez-nous des pouces. On adore ça. Aimez Raid Alert, ça nous fait plaisir. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus. Et c'est vrai, à chaque fois, c'est pas une phrase toute faite. On fait la bise à toute l'équipe. Merci à eux, merci à vous. C'est le moment aussi de te demander
qu'est-ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, on va parler un petit peu des biais des joueurs, tu vois, des choses qu'on pense acquises et qui sont pas forcément vraies. La réflexion, juste pour teaser, hein, c'est né quand Sony a racheté le jeu mobile, dont j'ai déjà oublié le nom, mais je le saurai la semaine prochaine, où plein de gens ont dit, ah ça y est, c'est la fin de Sony, les jeux consoles et tout, là où au contraire, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour justement ces jeux-là. Ils ont racheté le studio là. Ok, carrément. Ça va être très très intéressant. Et pour ma part, je vais vous parler. Il y a une hype en ce moment, hein, j'ai l'impression, sur une série qui s'appelle Les Anneaux de Pouvoir, le Seigneur des Anneaux. Et moi, quand il y a une hype comme ça, il y a un truc qui est un petit peu dans l'air, j'aime bien me replonger. C'est-à-dire, tu te plonges pas, tu fais la bombe et des saltos arrière. Donc se remater les 20 heures Hobbit, Seigneur des Anneaux en version longue. Alors ne relire les livres non, mais aussi se replonger dans les jeux. Et je me suis replongé dans certains jeux peut-être qui vont vous étonner parce qu'ils sont assez vieux. Donc on va faire un petit tour d'horizon des jeux vidéo Seigneur des Anneaux, où sont les droits, si vous avez envie de jouer au jeu de Seigneur des Anneaux, par lequel commencer, ou si vous avez envie de faire du rétro, tout ça, on va parler de jeux vidéo et de Seigneur des Anneaux. J'ai hâte, déjà. Parce qu'il y a la série, et parce que c'est la hype, et qu'il faut faire un visuel pour Red Alert, et que tu nous aides pas du tout la semaine prochaine. C'est vrai que ça va être très Pour faire un truc un peu punchy, donc là on va mettre un anneau de pouvoir. Et si vous aimez le Seigneur des Anneaux, il y a un excellent livre paru chez Sœur d'édition qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas, on fait pas assez la pub. Vous savez, nous sommes une maison d'édition. On n'est pas que des podcasts. Merci à tous pour votre fidélité. Nico, à la semaine prochaine. Et à vous, à la semaine prochaine. Bye bye.